Si, comme on le dit, le cinéma est une grande famille, alors notre invité en est un pilier. Depuis plus de 50 ans, il accompagne les acteurs et les actrices, il les rassure, les conseille, les bichonne, les pousse dans leur retranchement aussi, en tant que producteur aujourd'hui, mais en tant qu'agent pendant 20 ans. Le vivier incroyable que nous avons dans le cinéma et le théâtre français, c'est lui, en grande partie, qui l'a constitué. Il a l'œil pour dénicher les pépites, dénicher les talents, Binoche, Arstrup, Adjani, Weber, Baye, Gainsbourg, Attal. Je ne suis pas sûre que quiconque ait échappé à son regard, à son réseau, à la toile qu'il a tissée. Il fallait bien une deuxième autobiographie pour raconter cette vie hors norme, le dictionnaire de ma vie. C'est là qu'il décrit ses épreuves, qu'il dévoile ses réflexions sur l'époque et qu'il nous livre les détails sur toutes ces rencontres fascinantes. Mais comment les a-t-il choisis d'ailleurs? Quels étaient ses critères? Un physique? Une voix? Une personnalité? Une promesse? Comment décide-t-on de faire monter un artiste? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un regard. Bienvenue à vous, Dominique Besnéard. Et merci d'avoir accepté notre invitation au Sénat, dans ce dôme tournant. Que ce soit en tant qu'agent ou en tant que producteur, qu'est-ce qui détermine votre choix? Est-ce qu'il y a, je le disais, une voix, une promesse, peut-être une intuition? En tout cas, c'est vrai, lorsque c'est deux choses différentes. Lorsque j'étais agent, mais j'étais très longtemps casting, pendant 10 ans. C'est là où j'ai repéré beaucoup de jeunes acteurs, comme Juliette Binoche, comme Emmanuel Seigné, comme Béatrice Dalle. Et donc, pourquoi je les ai choisis? Parce que je les ai choisis, je les ai repérés. Ensuite, il faut quand même dire que c'est le metteur en scène qui les a engagés. Parce que maintenant, on a tendance à me faire porter beaucoup de belles choses. Mais en même temps, je travaillais pour des films et pour des productions. Mais c'est vrai que j'ai été un agent un peu ce qu'on appelait le casting sauvage, parce qu'on m'a souvent appelé pour essayer de dénicher des nouveaux visages et des nouveaux talents. Et il y a tous ceux dont on parle et il y a tous ceux dont on ne parle pas et qui malheureusement n'ont pas fait cette carrière. Je ne suis pas non plus un démiurge, mais c'est vrai que en fin de compte, j'ai toujours été observateur et j'aime bien en fin de compte regarder les gens. Je suis capable de m'asseoir sur une terrasse de café comme faisaient Piala et Godard. Ils regardaient passer les gens et ça m'intéresse. Et du reste... Toujours en tant que producteur, vous avez quand même cet œil, vous êtes aux aguets? Ben oui, mais par exemple là, je suis en train de signer mon livre dans des salons et le problème c'est très long avec moi, parce que les gens me racontent leur vie. Pourquoi ils me racontent leur vie? Parce que je sais pas, parce que je sais pas. Vous inspirez confiance? J'espère, et ils pensent peut-être qu'ils ont une part de l'agent que j'ai été, de l'agent de Béatrice Dalle ou de Nathalie Baye. Voilà, moi j'ai le droit à son écoute. Peut-être c'est ça. En fin de compte, un acteur, ça doit avoir une harmonie. Moi, voilà, quand j'étais un agent, il fallait avoir une harmonie. C'est-à-dire pas forcément le plus beau visage, mais le visage qu'on retient. Et je vous racontais autre chose. Lorsque je faisais du casting et que j'allais dans les agences de mannequins, il y avait les photos des plus belles, des plus beaux mannequins même d'Europe, du monde. Et je les regardais, elles étaient belles, je tournais la page, je l'oubliais. En fin de compte, celle qui me retenait, c'est celle qui avait quelque chose de différent. Peut-être une mouche, peut-être quelque chose de différent. Une expression différente. Voilà. Est-ce que ce sont des êtres à part, les acteurs et les actrices? On dit beaucoup qu'ils sont particulièrement sensibles, voire susceptibles, à fleur de peau. Est-ce qu'il faut les rassurer? Est-ce que ce sont des êtres à part? Bien sûr, il faut les rassurer, mais en même temps, il ne faut pas non plus... moi, j'ai été proche d'une politique qui est en photo ici. Excusez-moi, elle demandait à être rassurée autant. Même s'il n'écoutait rien de ce qu'on lui disait, fallait la rassurer. On y viendra, vous parlez de Ségolène Royal, on en parlera tout à l'heure. En fin de compte, vous savez, dès qu'on est présentateur, dès qu'on est journaliste, dès qu'on côtoie le public, on a besoin d'être rassuré ou d'avoir un conseil ou de savoir comment ça s'est passé. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de forcer le trait, du coup, d'exagérer un petit peu, de dire mais oui, t'es la meilleure, mais oui, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es la plus belle? Moi, j'ai toujours essayé d'être sincère, mais quelquefois... et alors, c'est une époque aussi qui a bougé. Parce que lorsque j'étais agent et que je disais à un acteur, faut que tu travailles... c'est pas là encore. Maintenant, ils sont tellement
pressés, les jeunes acteurs, qui vous quittent dans la minute, ils vont chez un autre agent. À mon époque, on pouvait avoir des discussions, on pouvait se dire... Il y avait plus d'humilité alors, du côté des acteurs? Ils acceptaient qu'on leur fasse des reproches ou qu'on leur donne des conseils? Il y avait plus le sens du travail et moins d'être rapide. Tout va trop vite. Et que maintenant, je parle un peu comme un vieux con, mais par moments, dire le temps de réfléchir, le temps de parler, le temps de se dire, mais maintenant, voilà, un jeune acteur, il a à peine sorti du cours, qui s'est fait des photos, il a à peine lu la pièce jusqu'au bout, et puis il va à un agent. Le nombre, là, par exemple, j'ai été au Mans, il y a tous les parents qui viennent me voir, ou les grands-parents, ça m'émeut, ils amènent leurs photos, ils achètent le livre, d'abord pour me faire plaisir, on n'ose pas vous dire, mais il y a votre fils, il y a mon fils, qui veut être acteur, voyez sa photo. Alors, est-ce que vous pourriez lui trouver un agent? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est au cours, qu'il aille travailler un peu au cours, et après, il va se faire remarquer, et peut-être qu'il aura un agent. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la télé-réalité. C'est presque triste, non? Tel que vous le racontez. C'est un peu triste. Il y a une recherche de notoriété immédiate? C'est comme un but en soi? Comme un but en soi. Mais beaucoup, la télé-réalité est responsable de faire, on pense qu'on peut être une vedette tout de suite. Mais même certains acteurs, actrices qui sont des bons acteurs ou des jeunes actrices qui ont la couverture de elles pensent qu'elles sont Nathalie Baye ou Catherine Deneuve. Mais il y a tout un travail. Faut marquer les esprits, faut marquer l'émotion. Et puis est-ce que ça doit être un but ? Tout simplement. Oui, mais parce que voilà, et puis comme vous savez que certaines actrices, jeunes actrices, elles préfèrent être inégérées d'une marque qu'un rôle. Vous savez, quand elles sont dans une marque, moi certaines, que je vois à Angoulême, ça m'amuse. Elle m'a dit donc, tu me prends dans le jury et je peux venir avec ma marque. Moi, j'ai dit, je veux que tu viennes avec un bon film. Oui, il y a un vrai mélange d'art et de business, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre quand vous racontez. Pour la série 10%, qui a été un carton absolu diffusé sur France Télévisions, inspiré de votre expérience d'agent, je crois que vous avez eu les plus grandes difficultés à convaincre, au départ, en tout cas, tant que la série n'était pas installée et à succès, les comédiens d'avoir de l'autodérision sur eux et d'avoir des stars, des comédiens et des comédiennes qui acceptent de jouer leur propre rôle tout en se moquant d'eux-mêmes. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y avait une peur d'écorner son image? Est-ce que c'est particulièrement français? Non, c'est par exemple en même temps, je peux le dire maintenant, Sophie Marceau, elle n'a pas voulu le faire alors que j'adore Sophie Marceau. J'ai été son agent pendant, 15 ans ou 20 ans. Mais elle avait peur au début parce que les gens confondent la fiction et ce qu'elle est réellement. Non, mais il y en a confusé. Puis en même temps, c'est leur choix. J'en ai pas voulu. On les a remplacés. On les a remplacés par d'autres. C'est vrai qu'au début, la chaîne, elle avait un peu peur. Elle m'a dit, peut-être personne ne voudra le faire. Mais en même temps, on a eu Adjani, Isabelle Huppert, Lucchini, Nathalie Baye, on les a tous eus. Et ça a fait partie du succès de la série. D'ailleurs, vu de l'extérieur, quand même, ce monde du cinéma et du théâtre paraît un peu superficiel, un milieu où il serait difficile de créer des liens profonds. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'après tout, on se trompe? Non, excusez-moi, les gens ne sont absolument pas superficiels. Il y a des vraies amitiés. Ce qui n'est pas toujours dans la politique, parce qu'on est en plus dans un lieu politique. Moi, j'ai quand même fréquenté des politiques. Moi, je disais toujours, alors c'est peut-être trop tôt de parler de notre amie Ségolène Royal, mais il y a Ségolène Royal et je sais pas, et Martine Aubry sur un précipice, elle regarde la mer, il y en a une qui rate, elle est prête à tomber. Ni Ségolène, ni Martine Aubry retiendra la personne qui tombe. Chez les actrices, jamais vous verrez ça. Il y aura toujours un truc solidaire. Du reste, on voit quand certaines actrices qui ont été un peu rivales sont malades. Moi, j'ai eu beaucoup la preuve elles s'appellent, parce qu'il y a un truc. Et même quand vous allez voilà, je trouve qu'il y a quand même une vraie solidarité. Votre histoire à vous avec le cinéma, elle commence tôt. Votre amour pour les acteurs et les actrices aussi. J'ai 2 anecdotes qui semblent avoir été des déclencheurs et vous me direz si j'ai raison ou pas. À l'âge de 5-6 ans, vous assistez à un tournage dans une rue de Paris parce que votre père a été recruté comme figurant spontané. Ce film, c'est L'affaire d'une nuit d'Henri Verneuil. Et puis il y a la télévision qui a été fondamentale dans votre histoire. Vous regardiez avec attention les génériques de films et vous notiez
les noms des acteurs qui défilaient, puis vous faisiez des fiches. C'est vrai tout ça? Tout ça, c'est vrai, je pourrais vous les amener, mes fiches. Mais on en rêverait. Non, le seul truc, c'est que c'est vrai que moi, j'ai été une créature, on peut dire, de l'ORTF. Et c'était une télévision, il n'y avait que 2 chaînes, et que moi, je m'ennuyais un peu à Oulgat où mes parents étaient commerçants. Et donc, donc l'hiver, Oulgat l'hiver, puisque je viens d'avoir une maison maintenant, j'aimais pas. Tout était fermé, c'était une espèce de no man's land. Toutes ces villes-là fermées, et l'été, on mettait en colonie de vacances, parce que mes parents avaient trop de travail. Donc, j'ai jamais profité de la saison, du cinéma, du casino. C'est pour ça que j'avais fait un premier livre qui s'appelait Casino d'hiver, parce que l'hiver, c'est là que je voyais le casino fermé, et je voyais des bouts d'affiches qui tombaient, voilà. Donc, c'est vrai que la télévision a été la télévision, voilà. Et moi, j'adorais donc Télé 7 jours, je faisais des fiches, et le problème maintenant, c'est que vous voyez un générique, et je voyais tous les feuilletons de Seul à Paris, au Boussardel, je voyais toutes les séries, et je notais, je faisais des fiches sur les acteurs. Et vous avez correspondu avec certains acteurs et actrices dont vous avez été l'agent plus tard? Oui, mais la première actrice, c'est Marlène Jobert, qui m'a pas répondu. Elle dit qu'elle m'a répondu, c'est faux, elle m'a jamais répondu. Mais après, j'ai toujours aimé Marlène Jobert, ça a été mon actrice préférée. Et quand j'avais vu l'Astragale, où j'aurais jamais dû rentrer dans le cinéma, elle est à nu tout le temps dans le film. À l'époque, je vais avoir 10 ans. Et Alexandre le Bienheureux, c'est un film qui m'a plu aussi. Donc elle fait partie de mon panthéon, et du reste, j'en parle dans mon livre. Mais pour vous dire que... Donc maintenant, le problème, c'est qu'on n'a plus le temps de noter, les génériques vont trop vite. C'est même irrespectueux, je trouve. À l'allure de celui que vous êtes aujourd'hui, Dominique Besnéard, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez avant qu'il ne se lance dans la vie? Qu'est-ce que vous lui diriez? De lui dire de travailler, de lire, de travailler, et de lire. Maintenant, ils lisent plus, mais de lire, parce que quand on lit, ça aide. Ce mot travail revient beaucoup dans votre discours aussi. Ben oui, parce que moi j'ai travaillé, et puis travail et récompense. C'est-à-dire, moi j'appartiens à une génération où on ne vous donnait pas tout de suite. Je me souviens que pour la télévision, à l'époque, la télévision, tout le monde ne l'avait pas. On allait chez le voisin, on allait au catéchisme, il y avait une télévision. Mais on ne pouvait voir que le jour du Seigneur, vous imaginez. Et voilà. Donc la télévision, mes parents ont eu assez vite par rapport aux autres, mais ils ne l'ont pas eu tout de suite. Ils ont dit, il faut que vous ayez des bons résultats, ton frère et toi, pour avoir la télévision. Et c'est vrai que la récompense, c'est quelque chose de magnifique. Pourquoi les acteurs adorent avoir des récompenses? Parce que c'est lié au travail. Le milieu du cinéma, vous en étiez très loin, vous l'avez dit. Vous avez grandi en Normandie, vos parents tenaient une crèmerie, puis un petit supermarché. Vous dites, mes parents tenaient une épicerie, un lieu de passage, de rencontre et de partage qui a marqué ma vie, a façonné mon rapport aux autres et me manque cruellement aujourd'hui. Pourquoi? Vous avez l'impression qu'on partage moins aujourd'hui, qu'on se rencontre moins? Oui, parce que ma mère, c'était la Ménie Grégoire d'Oulgat. C'est-à-dire que, vous savez, l'hiver, il y avait moins d'habitants que l'été. L'été, la preuve, on nous mettait en colonie. Et mes parents travaillaient tellement, il n'y avait pas le temps vraiment de... Mais l'hiver, ma mère, elle parlait avec les clientes qui arrivaient le soir. Donc c'était vraiment les femmes délaissées. Donc j'entendais... C'était comme un théâtre, vous diriez? Comme un théâtre. Et ma mère en même temps. Alors mon père, lui, était beaucoup moins affectif, parce que vous savez, il y avait quand même des gens qui avaient des problèmes économiques. Donc ce qu'on appelle le crédit. Ma mère faisait des crédits pour pouvoir y payer à la fin du mois. Et j'ai les souvenirs de mes parents qui s'entendaient très bien. Ils ont vécu toute leur vie ensemble à cause des clients. Ma mère me dit, mais j'aurais fait crédit, elle reviendra pas, enfin des trucs de gosse. Donc tout ça a fait partie d'un théâtre, comme vous dites. Et il y a une rencontre aussi qui, je crois, a été importante dans votre vie, dans votre jeunesse. C'est Madame Schoenfeld, votre prof de français au lycée de Deauville. Racontez-nous pourquoi elle a été si importante. Parce que je venais d'arriver au lycée de Deauville. Elle était prof de français et moi, j'arrivais de faire du théâtre. Je devais être en seconde et troisième. Et donc, on dit il y a un cours de théâtre dans le cadre du lycée.
Et donc voilà, donc j'y vais. Elle n'était pas ma prof de français la première année. D'accord. Et donc je vais la voir, elle me dit voilà, elle commence à nous faire lire des textes. Moi j'en étais un peu resté au théâtre ce soir, et là je commence à lire les grands auteurs, Anouilh, Monterland, Giraudoux. Et donc tout à coup, elle nous a monté d'un cran. Moi j'ai toujours, ça fait rire tout le monde, c'est ma Brigitte Macron à moi. Elle m'a fait lire et elle nous a emmenés au théâtre. Ouais. On allait au théâtre à Caen, après on est allé à Paris, à la Comédie Française. Il y avait des bus entiers qui partaient à Caen pour voir des spectacles importants comme Mouchkine, Chéreau et tout ça. Donc c'est une femme, sans elle, j'aurais peut-être pas pu faire ça. Elle m'a aidé. Et ma mère, elle disait, franchement, cette femme, elle est merveilleuse. Ma mère n'a jamais été jalouse, que des fois j'allais passer des week-ends en tout bien, tout honneur, chez cette prof où il y avait plein de gens qui dormaient chez elle, et on parlait, on répétait. Donc, et là, elle vient de disparaître. Parce que vous avez été acteur, évidemment, hein, le public le sait et vous le reconnaît. Vous avez joué dans des dizaines de films, hein, La Petite Voleuse, La Cité de la Peur, Pédale douce, Meilleur espoir féminin. Est-ce que vous auriez parié sur vous en tant qu'agent ? Non, au début, je me suis dit, je ne peux pas être acteur parce que j'ai un défaut de prononciation. C'était de l'autocensure ou on vous l'a dit ? Ah non, c'est moi de l'autocensure. Ah, ouais. Et quand je suis arrivé à Paris, j'étais là à la rue Blanche, j'ai fait la classe de mise en scène et de régie justement, parce que je me disais jamais on prendra. Mais attends, la lucidité vous fait avancer. Hein. Le fait d'être lucide fait qu'on gagne du temps. Et ce qui est merveilleux dans mon cas, c'est que j'imaginais jamais de recevoir tout ce que j'ai reçu. Et de rencontrer les grands cinéastes, de rencontrer Claude Berry, de rencontrer Polanski, de rencontrer Sauté, Granier de Fer. En fin de compte, moi, j'aurais imaginé être régisseur d'un théâtre, être assistant d'un metteur en scène de théâtre, et jamais être au devant comme ça. C'est parce que c'est ma passion qui a fait que par exemple, Claude Berry m'a dit « Tu restes dans la maison ». Il y a Rennes Production, tu vas travailler à l'année pour nous, pour tous les castings des films. J'avais 21 ans. Donc, il y a un moment donné... Quelle incroyable opportunité. Oui, opportunité, mais j'ai su les saisir et j'étais prêt à les recevoir. N'empêche que j'ai jamais... Moi, j'étais ambitieux, mais j'étais pas arriviste. Et l'ambition, quelquefois, vous récompense plus que vous attendez. Parmi toutes vos nombreuses casquettes, il y a aussi celle de militant politique. Vous l'avez déjà un tout petit peu dit. Vous n'avez jamais caché vos engagements, vos préférences. Et j'ai une archive, évidemment, à vous proposer. La voici, vous l'avez déjà repérée en arrivant ici. Je vous la mets entre les mains et je la décris pour nos téléspectateurs. Elle était belle, là, quand même. Oui, bien sûr. Personne n'a jamais dit le contraire. Vous étiez belle, donc avec Ségolène Royal. Où j'étais un peu son coach, mes coachs. En fait, quand on a dit tout et n'importe quoi, j'étais militant, j'ai rencontré, je l'ai aidé. On a fait Charletti, quand même. Mais j'étais dans un état second. Hein. C'est-à-dire que toutes mes amies... Un meeting à Charletti, un meeting qui a été très marquant dans cette campagne. Moi, j'ai vraiment participé. Oui, bien sûr. Sauf que toutes mes amies actrices, elles ne supportaient pas. Qu'est-ce qu'elles ne supportaient pas ? Mais tu ne vois pas que... Parce qu'elles étaient peut-être un peu jalouses. Mais parce que je passais que du temps avec Ségolène. J'étais plus agent. J'étais devenu producteur. Donc, elle a été dans la jonction entre être agent et être producteur. Et en fin de compte, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, presque j'ai aimé d'amour. Mais ça, c'est mal fini, je crois. Oui, c'est elle qui s'est pas rendu compte. Ah ben oui, ça s'est très mal fini parce que j'ai été faire le festival d'Angoulême et comme Ségolène, on peut pas lui résister. C'est-à-dire que j'ai dit non à quelque chose, elle l'a mal prise, elle m'a écarté et comme je voulais pas faire de politique, elle s'est un peu vengée sur le festival d'Angoulême et donc j'ai plus de subventions de la région. Et donc, j'ai trouvé ça injuste. Sauf que, vous savez, dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Et Bertrand Delanoë était le maire de Paris et lui pouvait donner une subvention pour une ville pour un événement culturel. Et donc, c'était Angoulême et la francophonie. Et il nous a aidés et on a pu résister. Vous lui en voulez toujours à Ségolène Royal ? Non, j'en veux pas. Je me dis, c'est elle c'est son problème à elle. Hein. Le 2007, vous avez donc soutenu Ségolène Royal. 2016, vous avez co-signé une tribune pour défendre François Hollande, qui était victime d'une campagne de dénigrement. 2021, vous saluez le programme culturel de Valérie Pécresse au régional. 2022, vous appelez à la réélection
l'élection d'Emmanuel Macron. Finalement, vous êtes très impliqué dans le monde politique et dans plusieurs camps politiques, j'allais dire. Non, parce que moi, j'aime les personnes. Ah, Valérie Pécresse, excusez-moi, dans la région, elle fait un bon boulot, en tout cas pour la culture, pour le cinéma, elle a fait énormément. donc vous ne regardez pas le parti, vous regardez... Si, mais en plus, quand on voit Valérie Pécresse, c'est pas la droite dure. Moi, en fin de compte, j'étais centre-gauche, peut-être que je suis devenu centre-droit. Moi, j'ai complètement appelé à voter Macron. Je connais Macron, je vois toutes les erreurs qu'il a faites. N'empêche Des bons acteurs aussi, hein, les hommes et les femmes politiques, non ? Lui, de temps en temps, il en fait trop. Hein. Emmanuel Macron ? Ah oui, il est trop long déjà. Mais c'est quelqu'un que je connais. J'aime beaucoup sa femme. Je rencontre beaucoup avec Lynn Renaud, qui est quand même une amie très très proche. Donc voilà. Mais trop acteur ? De temps en temps, il en fait un peu trop. Mais il s'est amélioré quand même. Puis des discours trop longs. Mais il a une espèce de fougue. Il a une espèce de... Voilà. Et en même temps, dans la situation actuelle, moi, par moment, je me dis heureusement qu'il est là, parce qu'on aurait qui ? Voilà. Oui, parce qu'il y en a un que vous n'épargnez pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Hein. Très bon acteur, dites-vous, mais il serait le pire président que l'on pourrait avoir. Ah ben le pire. Vous avez vu, là, il y a quelques jours par rapport à Israël, vous avez vu ces déclarations, mais c'est lamentable. C'est un malade. Moi, je pense que c'est un malade. Hein. Mais est-ce que vous ne voyez pas en Jean-Luc Mélenchon un grand acteur, finalement ? Un grand acteur au début, non, mais comme les jeunes ne sont pas de culture, il va quelqu'un de plus brillant que toute la classe politique, donc ils disent il parle bien. Maintenant, on préfère il parle bien, il était beau. Alors, autrefois, moi, je me souviens, dans ma famille, mes tantes à dire, oh, c'est quand même le plus beau, Chirac. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, maintenant, heureuse comme maintenant, on préfère quelqu'un qui parle bien. Mais moi, je pense surtout qu'il est dangereux. Et moi, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Ce type-là est dangereux. Et donc, moi, voilà. Et la gauche, c'est pas ça. C'était pas la gauche que je voulais. Voilà. Et donc, alors peut-être que la social-démocratie, elle n'existe plus. Mais en tout cas, ce type est dangereux. J'ai des photos à vous proposer. Ça fait partie des rituels de cette émission. Nos invités sont soumis à l'exercice de la photo. Première photo que j'ai à vous présenter, Dominique Besnéard. Il s'agit de Francis Huster, qui vous a sauvé la vie. Tout le public n'est pas forcément au courant, mais vous avez fait un malaise cardiaque devant lui. Un arrêt cardiaque. Et il a eu le très bon réflexe d'arrêter un camion de pompiers qui passait. C'est un peu ça. Il a surtout un camion de pompiers passé par là. Ouais. Non, il a surtout eu le mieux que le pompier, parce que le pompier, c'était le hasard, mais surtout qu'il a vu que dans le van, j'étais en train de tomber. Il a vu, il a dit arrêtons. Il était en train de passer d'être dans le trou noir. C'est lui qui a eu la réaction, bref, ce qu'on m'a dit. Et puis moi, j'avais un ami, Hubert, qui était là, qui m'a dit qu'ensuite, et il y a un jeune qui est venu, un petit black, qu'on n'a jamais retrouvé, et ensuite, il passait des pompiers en face, et on est allé les chercher, et ils ont vu qu'il y avait un attroupement, ils sont venus, et c'est lui. Mais c'est Francis qui a senti s'il avait pas... Vous voyez, on dit qu'un acteur, il est sur lui-même. En tout cas, il n'était pas sur lui-même. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'être passé si près de la mort ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, que vous avez changé depuis ? Eh bien, j'y pense plus qu'avant. Et puis, c'est aussi ce livre. Je me suis dit, c'est le moment de faire ce livre, de raconter un peu l'histoire de ma vie. Mais c'est pas triste, hein, au contraire. Une deuxième photo, la voici. Alors, vous n'allez pas à reconnaître tout de suite, mais je vais vous la décrire. C'est la photo du cinéma Le César à Marseille, cinéma historique de la place Castellane, ouvert par Marcel Pagnol en 1938. Et qui vient de fermer. Exactement, qui a été obligé de fermer ses portes. Impossible de payer les loyers. Il a souffert de la crise sanitaire et puis les salles obscures souffrent, se vident un peu. Vous pensez qu'il n'y aura plus de cinéma un jour ? Jamais. Ah. Les gens ont envie de se rencontrer, mais il y a plein de cinémas qui ouvrent. Là, à mon avis, c'est une mauvaise gestion, mais la ville, qu'elle se fait, parce qu'attendez, moi, je voyage beaucoup dans la France profonde. Dans toutes les villes, il y a un cinéma. Bourganeuf, où chaque année je vais, il y a un cinéma de 2 salles. Là, quand j'étais il y a quelques jours au Mans, les salles sont immenses avec des écrans formidables. Là, c'est peut-être aussi la gestion. Vous voyez, la clé, ce cinéma qui a été fermé va réouvrir. Donc, à un moment donné, et c'est en France
grâce au CNC qu'on peut avoir des subventions. Donc je sais pas, peut-être Centre national du cinéma. Voilà, le Centre national du cinéma que tout le monde nous envie. Où on permet grâce sur chaque ticket vendu, on prend un petit impôt qu'on reverse au cinéma français. Donc voilà. Donc franchement, je ne sais pas la raison, mais je pense que ça pas. Je suis sûr que c'est pas symptomatique. C'est pas symptomatique. D'accord. Voilà. On est entouré de 4 statues, Dominique Besnéard, dans ce lieu magique du Dôme Tournon. 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous caractérise, dans laquelle vous vous reconnaissez le plus? Alors l'autre, c'est quoi? Sagesse. La prudence, non. La preuve. La sagesse, pas trop non plus. Non, la justice. C'est la justice. Moi, j'aurais adoré être avocat. Vous voyez, si j'étais pas, enfin, aussi un problème avec le cheveu sur la langue quand même. Si j'avais été avocat, c'est vous qui le dites. Oui, mais ça aurait été compliqué. N'empêche que j'adore la justice. J'aime bien aller à la comparution immédiate. Vous savez. Et là où il y a personne, je me mets dans un coin. Et je vois l'état de certaines personnes de la France, pauvres, des laissés pour compte. Et on se dit, mais comment on peut les sortir de là? J'ai beaucoup d'estime pour les gens qui travaillent dans la justice. La justice, donc. Ouais. Merci. Ouais. Merci infiniment, beaucoup. Dominique Besnéard, d'avoir été notre invité ici au Dôme Tournon. Merci d'avoir été dans ce rendez-vous, Un monde, un regard. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. Émission évidemment que vous pouvez retrouver en podcast, vous le savez désormais. Merci beaucoup, à très bientôt sur Public Sénat.